Aujourd'hui, on plonge dans la vie, l'œuvre d'une figure vraiment marquante au Sénégal. Cheikh Mouhamadou Mourtada Mbacké. On va s'appuyer sur plusieurs notes, des documents qu'on a pu consulter. Oui, bonjour. L'idée, c'est de mieux cerner qui il était, son influence réelle et surtout sa vision. Une vision assez particulière sur certains points. Exactement. En particulier sur l'éducation et aussi sur l'autonomie financière de ses œuvres islamiques. C'est assez fascinant. Absolument. Les sources le dépeignent d'abord comme un grand érudit, bien sûr, mais aussi comme un combattant. Ah oui? Quels termes sont utilisés? On trouve Moujahid, celui qui fait l'effort, le djihad sur le chemin de Dieu, et aussi Mounadil, qui évoque plus le défenseur, le militant pour une cause. D'accord, un engagement fort donc. Oui, il a œuvré pour propager l'islam, mais toujours, c'est souligné, par la sagesse et la bonne exhortation, même quand c'était difficile. Et il y a cette notion qui revient al-Insan al-Kamil, l'homme parfait, ou complet dans la tradition soufie. C'est ça. L'idée qu'il incarnait une sorte d'équilibre entre une foi profonde et la vie de tous les jours. Il vivait sa foi dans ses croyances, mais aussi ses actes, son comportement au quotidien. On parle aussi beaucoup de sa générosité, de son accueil. Exactement. Cet équilibre est clé. Il n'était pas retiré du monde. Les textes disent avec la vérité intérieurement et avec la création extérieurement. Toujours engagé, même en voyage, tout en gardant sa pratique spirituelle. Intéressant. Alors, au-delà de sa personne, son action, elle s'organise comment? J'ai l'impression qu'il y a deux axes principaux qui ressortent. Oui, on peut dire ça. D'un côté, l'unité de la communauté musulmane, la Oumma. Et de l'autre, de manière très forte, l'éducation. Et c'est là qu'intervient la création des fameuses institutions Al-Azhar au Sénégal. Tout à fait. Ces institutions, c'est vraiment un pilier, inspiré du modèle égyptien, mais adapté ici. L'objectif était double, un enseignement islamique jugé authentique et fédérer la communauté. Mais alors, le point qui semble vraiment sortir du lot dans les documents, C'est sa stratégie économique pour soutenir tout ça. voilà. C'est là que ça devient, je trouve, particulièrement éclairant. On lit qu'il a compris dès le premier regard, avec une lucidité assez incroyable. Ouais. Qu'une mission d'appel à l'islam, ce qu'on appelle la dawa, la prédication, ça ne pouvait pas réussir sans un soutien matériel solide. Très solide. Et un soutien autonome surtout. C'est ça qui est frappant. Ah oui, un refus mais catégorique de la dépendance financière. Pas question de subvention du gouvernement, pas de fonds étrangers qui pourraient venir avec des conditions. Même la mendicité comme source de revenus, c'est rejeté, non? Il y a une référence à Cheikh Ibrahim Afal. Exactement. Qui finançait la dawa par son propre travail, pas en demandant l'aumône. C'est un modèle important. Donc pour assurer cette indépendance vitale à ces écoles Al-Azhar, Cheikh Mourtada a lancé des projets économiques très concrets. C'est ça, agriculture, des boulangeries, on parle même d'une imprimerie, de moyens de transport. Et tout ça dans un seul but. L'unique objectif, financer durablement ses œuvres éducatives et religieuses. C'est presque une vision d'entrepreneur social finalement. Oui, c'est ça. Ce mélange de pragmatisme économique au service d'un idéal spirituel et éducatif, son intuition, c'était que l'argent, enfin l'indépendance financière, N'était pas juste pratique, mais essentiel. Une condition sine qua non pour garder l'intégrité de sa mission. Il voyait bien le danger des dépendances. Qu'elles soient politiques, comme la présence française de l'époque, ou plus idéologiques. oui, on mentionne par exemple le wahhabisme, présenté comme un courant réformiste, parfois vu comme rigide. Sa crainte, c'était que ses influences, souvent via des financements, Finissent par dénaturer la mission, ou la rendre moins adaptée au contexte sénégalais. précisément, que des financements conditionnels, ça corrompt l'objectif premier. Donc l'autonomie économique, c'était vu comme un rempart, un bouclier pour l'authenticité et la pertinence locale. Alors si on devait synthétiser tout ça, Cheikh Mourtada, ce serait un érudit visionnaire, un bâtisseur d'institutions éducatives qui ont marqué. Et un pionnier, vraiment, de l'autofinancement, comme garantie d'indépendance et de pérennité pour son projet au service de l'islam. C'est une bonne synthèse, oui. Un leader qui a su marier profondeur spirituelle et réalisme économique. Tout à fait. Et les sources insistent d'ailleurs sur l'importance de préserver cet héritage. Elles utilisent l'expression al-irth al-Murtadawi, l'héritage de Murtada. Il y a même une mise en garde, non? Oui, assez directe, contre le risque de négliger cet héritage, ce qui exposerait la communauté à des dangers. La métaphore utilisée est assez forte. Loup féroce et aigle hurlant. Un appel à rester vigilant pour protéger une vision, en somme. Et ça nous laisse avec une question peut-être, pour terminer notre exploration. Oui, si on prend un peu de recul, cette stratégie d'autofinancement qu'il a mise en place pour ces institutions, est-ce que c'était juste une nécessité pragmatique liée à son époque? Ou est-ce qu'il y a là une leçon plus large, sur l'importance de l'indépendance, de l'intégrité? Qui pourrait s'appliquer à d'autres initiatives sociales, culturelles, éducatives, même aujourd'hui? Voilà, une question qui mérite réflexion.
Merci beaucoup d'avoir décrypté ces sources avec nous.